Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Régine Levrat, Culture commerciale et développement rural. L'exemple du coton au Nord Cameroun depuis 1950-2010. Nguema Minko, Gabon, l'unité nationale ou la rancune comme mode de gouvernance 2010. Sébastien Dossa SOTINDJO, Cotonou, l'explosion d'une capitale économique 1945 à 1985, 2009. Divine KAMENUMEY, le mouvement de la réunification des E accent aigu WE accent aigu, 2009. Gaston Jonas KOUVIBIDILA, la fuite des cerveaux africains 2009. Essai à Mouzou, l'Afrique 50 ans après les indépendances, 2009. Solène Lardou, le mariage au Mali. Témoignage 2009. Gisèle Fotso, l'enseignement de l'arabe au Cameroun, 2009. Jean-Emmet NODEM, vente de médicaments à la sauvette à l'Ouest Cameroun, 2009. Alexei Jones, l'institutionnalisation de la participation de la société civile dans les politiques de développement, 2009. ELISADIGH, Afrique, le continent pillé. Atout handicap, perspectives et propositions 2009. Dr GUIBLEHON Boni, neveu et esclave dans les rites funéraires chez les Way et les Anibona de Côte d'Ivoire, 2009. Stéphane Scrive, la crise de la démocratie en Afrique 2009. Henriette Manga NDJIE Banzi Mebala, les Pygmées face à l'école et à l'État 2009. Serge Armel ATTENOUKON, l'Afrique, poubelle de l'Occident. La gestion des déchets dangereux, 2009. Cédric ONDAYE, comprendre les enjeux bancaires en Afrique centrale, 2009. Laurier Yvon Ngombe, le droit d'auteur en Afrique, 2009. Roger KAFF Ofoku, Cameroun, liquider le passé pour bâtir l'avenir, 2009. André Yaba, proverbe et idiotisme de sagesse des Banzebi. Gabon Congo-Brazzaville, 2009. Avant-propos. Étant africain au sud du Sahara, ma culture est totalement imprégnée de religion où la croyance aux esprits bons et mauvais est à l'origine de la conception du monde. Elle réglemente la vie des communautés, les comportements des individus et leurs actes. Certes, les travaux des africanistes qui se sont intéressés aux croyances traditionnelles chez les Noirs d'Afrique en disent long sur les représentations imaginaires de l'univers. Il existe des puissances surnaturelles du désordre qui sont redoutables et qui sont porteuses de la sorcellerie. Ces puissances cherchent à s'attaquer aux hommes pour les rendre malades, et parfois pour les faire mourir ou pour leur transmettre le pouvoir de sorcellerie. Dans certaines collectivités en Afrique noire, la croyance admet que si on sort au beau milieu de la nuit, on pourrait les rencontrer sous diverses formes humaines, fées, feux, follets, monstres. Il résulterait de ces rencontres qu'on pourrait tomber malade ou même mourir, si on n'a pas une forte protection invisible contre ces esprits malveillants, et si ces derniers sont si puissants que l'être humain ne peut en supporter la présence. La nature est dangereuse pendant la nuit proprement dite, car elle est sous l'empire des génies maléfiques. C'est le moment durant lequel les esprits de sorcellerie AZE envahissent le monde visible. Ces esprits sont des forces maléfiques, conçues comme féminines, qui vivent en groupe et qui sont particulièrement actives la nuit. Étant du domaine de la forêt, elles surgissent de la terre comme des plantes libérées pour hanter les lieux humains. La rencontre nocturne de ces génies de la sorcellerie fait l'objet de nombreuses croyances au malheur. Un cas parmi tant d'autres, qui a été rapporté lors de nos recherches, illustre bien ces croyances. 2 hommes allaient souvent à la pêche la nuit, dans la lagune de Bay au Togo. Une nuit, lorsqu'ils marchaient ensemble, l'un d'eux s'aperçut que le grand arbre qui se trouvait dans l'une des rues qui menaient directement à la lagune, s'était écroulé avec toutes ses racines, alors que son second ne s'était aperçu de rien. Peu de distance avant d'arriver au bord de la lagune, le même pêcheur vit encore qu'un autre arbre était aussi par terre, tout déraciné. Rien de tout ce que constatait celui-ci n'était connu de son prochain. La pêche alors commencée, ils étaient restés ensemble, côte à côte. Peu de temps après, toute la surface de la lagune s'illumina jusqu'au rivage comme sous l'effet des rayons solaires.
L'événement ne fut remarqué que par l'homme qui avait vu les arbres déracinés. Celui-ci, après avoir lancé ses fils, ébloui par la lumière, resta très longtemps immobile. Son collègue lui demande, à maintes reprises, de savoir ce qui l'empêchait de tirer ses filets. Étonné de son immobilité et de son silence, il s'approcha de lui et le poussa de la main tout en l'appelant par son nom, mais son ami, témoin de la scène des arbres, raconta l'histoire et mourut. Il tomba dans l'eau sous la poussée de la main. La chute des arbres et les effets lumineux qui couvrirent la surface de la lagune étaient des phénomènes mystérieux perpétrés par des génies de la sorcellerie. C'est pour éviter des événements semblables qu'on recommande aux gens de ne pas sortir au milieu de la nuit. Cependant, les génies de malheur, porteurs de la sorcellerie, n'agissent pas toujours directement seuls. Ils ont des intermédiaires dans le monde visible ou agents de la sorcellerie auxquels ils transmettent leurs pouvoirs maléfiques. Ce sont les êtres humains sorciers AZETO. La sorcellerie comparée au feu, force irrésistible de destruction, est conçue comme pouvoir mystérieux que les génies AZE transmettent aux hommes qui les transmettent à leur tour, soit par hérédité en ligne utérine, soit par initiation ou par voie d'achat. Ayant le pouvoir de saisir et de démolir l'esprit de sa victime, le sorcier se range du côté de la destruction et du mal. Agissant à distance la nuit, il libère son propre esprit pendant le sommeil en lui donnant forme de vautour, de chat ou de hibou. Le monde des sorciers, c'est un univers de pourriture et de ténèbres. Agresseurs par excellence, on les craint parce qu'ils sont les ennemis de l'humanité, ce qui oblige les hommes à s'entourer de multiples précautions. Par exemple, comme l'a relevé Herpazzi, les cheveux et les ongles, une fois coupés, on les ensevelit dans un endroit caché pour éviter qu'un sorcier puisse les voir et agir par eux sur la personne. De même, on évite de prononcer à haute voix le nom d'une personne dans l'obscurité par crainte d'attirer sur elle l'attention des sorciers. D'autre part, il est suspect de poser la main sur la tête d'un enfant, surtout si c'est un inconnu qui le fait, car toujours selon les croyances, c'est en passant la main sur le sommet de la tête que le sorcier attaque le principe vital de sa victime. Ces précautions sont, si on se réfère à Marc Auger, des conduites à observer ou inversement à éviter, pour ne pas être victime des sorciers ou pour ne pas être accusé de sorcellerie. Introduction. Les pratiques mystiques et occultes, en particulier la sorcellerie, restent et demeurent omniprésentes en Afrique noire malgré les mutations sociales et la modernité. Les discours sur ces pratiques jugées macabres par certains s'amplifient de jour en jour. La terreur s'empare des individus, même ceux des milieux anti-sorciers. Radio, trottoirs et journaux ne cessent d'en divulguer des discours. Ces dernières années, la sorcellerie constitue le sujet clé dans les vidéos populaires apparues au Nigeria et au Ghana, qui ont envahi toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut cependant noter que la sorcellerie n'est pas une réalité uniquement africaine. Elle existe depuis la nuit des temps, et se manifeste d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans l'histoire de toutes les communautés humaines. Sur le plan scientifique, pour la plupart du temps, les anthropologues sont les premiers à s'intéresser au sujet. En Afrique, après les travaux monographiques du début du XXe siècle, J. Spiess, S.A.M.I., ceux des anthropologues Evans Pritchard, Middleton et autres dans les années 50 et au lendemain des indépendances ont jeté les bases à l'anthropologie de la sorcellerie. Ces travaux ont inspiré des auteurs comme Claude Rivière et Albert de Surgy, qui ont consacré des recherches au système religieux des EWE du Sud Togo. En Afrique, il est fréquent d'assister aux discussions portant sur les massacres de la sorcellerie tant dans les milieux urbains que ruraux. Particulièrement dans les communautés rurales, les manifestations de la sorcellerie semblent aller de pair avec la détérioration des conditions de vie. Après 1995, selon Peter Geschiere 2005, les articles et les livres publiés sur la sorcellerie ont porté sur son impact, sur les changements modernes donnant lieu à un nouveau paradigme, sorcellerie et modernité. En effet, nul n'ignore plus que la détérioration accélérée des conditions de vie des communautés rurales de l'Afrique noire est de nos jours la préoccupation majeure des chercheurs africains. Des études sont menées çà et là. Certaines mettent l'accent sur le poids de la tradition, entre autres facteurs, comme en étant aussi l'un des plus essentiels de cette paupérisation. Or, en Afrique, la tradition va de pair avec la religion dont l'une des composantes les plus redoutables demeure la sorcellerie. Aujourd'hui,
Dans nos contacts avec les communautés en matière de développement, il arrive de constater que les populations attribuent les difficultés de développement de leur milieu aux actions des forces occultes. Dans certaines communautés, les informations selon lesquelles l'échec de tel ou tel projet communautaire soit l'émanation de la sorcellerie sont monnaie courante. Alors une question fondamentale se pose. Quelles sont les manifestations des pratiques occultes et sorcières en Afrique ? Quels sont leurs impacts sur les conditions de vie des populations en Afrique noire ? L'ambition de cette contribution n'est pas de reprendre des travaux déjà effectués pour démontrer la réalité de l'existence ou de la non-existence de la sorcellerie, mais de décrire la pratique de la sorcellerie et d'évaluer ses impacts sur le développement des communautés africaines à la lumière de leurs croyances et représentations. Première partie, les MYSTERES de l'Afrique, une réalité sociale en question. Profil historique et APERCU conceptuel de la sorcellerie. La sorcellerie, aperçu historique d'une réalité sociale séculaire. La sorcellerie, ce domaine ésotérique, est une pratique très ancienne qui remonte à des temps immémoriaux. En Europe, l'on en parlait dès le Moyen Âge. En effet, l'histoire européenne du phénomène de la sorcellerie a connu, entre le XVe et le XVIIIe siècle, des flambées d'une violence inouïe. L'Église envoyait aux quatre coins de l'Europe des inquisiteurs qui, en soumettant les suspects à la question, les faisaient avouer leur adoration pour le diable et leur participation à des banquets sataniques, Conn 1975. À l'époque, les femmes étaient la cible privilégiée des accusations de sorcellerie. C'est la période où l'on parlait de la chasse aux sorcières. À cette époque, pour combler leurs attentes, les accusateurs recouraient à un modèle récurrent, celui de la charité refusée largement répandu que Reginald Scott, dans son traité The Discovery of Witchcraft. La première démonologie anglaise d'une certaine importance, parue en 1584, présenta la sorcière comme suit. Elle va de porte à porte, quémandant un pot de lait, du levain, de la boisson, de la soupe ou encore autre chose. Face au refus des voisins de lui donner une aumône, elle maudit le maître de maison, sa femme, ses enfants et le bétail jusqu'au petit pourceau dans la porcherie. Sans doute, prévoit l'auteur, tôt ou tard un des enfants tombera malade, et les parents ignares en rendront la sorcière responsable. Quant à celle-ci, voyant se réaliser ses vœux les plus secrets, elle s'arrogera un pouvoir maléfique que, pressée par le juge, elle finira par reconnaître. Le juge est ainsi trompé, tout comme la victime et la sorcière elle-même. On attribue en effet à cette dernière ce qui est du ressort de Dieu seul, par exemple la faculté de rendre malade et de guérir, en bref, tout fait qui est hors de la portée des hommes. Médiéval numéro 44, Paris, PUV printemps 2003. Cette origine lointaine de la sorcellerie en Europe a conduit bon nombre d'observateurs avertis à se demander si la sorcellerie africaine ne fait pas partie des héritages coloniaux européens. Il y en a qui soutiennent cette thèse. Ils sont d'avis que ni la sorcellerie, ni la magie ne comportent la cosmologie de la religion africaine. Ekereobong Moses, 2004/20, n'hésite pas à souligner que ce sont des Portugais qui, lors de leurs voyages exploratoires, initient des Africains aux sciences occultes ou à la sorcellerie. L'affirmation de Ekereobong Moses, lui-même prêtre, peut se justifier par le fait que la religion traditionnelle, caractéristique d'Afrique, au dire de Bolaji Idowu, cité par Moses 2004/20, ne comporte que de croyances en Dieu suprême, en divinité et aux ancêtres, non à la magie ni à la sorcellerie. Ainsi, dès l'arrivée des Blancs en Afrique, la sorcellerie s'établit dans la société africaine, devenant une réalité noire. Ce faisant, Dirk Conner 2003/220 avoue que les intellectuels africains, leaders religieux, guérisseurs aussi bien que des hommes politiques affirment qu'ils partagent en réalité avec d'autres Africains une base commune de croyances occultes, c'est-à-dire que la sorcellerie fait partie intégrante des réalités mystiques d'Afrique noire moderne à tel point qu'en ce début du XXIe siècle, quand on parle de sorcellerie, les regards sont rivés sur ce continent. Loin s'en faut car en fait, bon nombre d'écrits rappellent encore que les croyances au surnaturel et les rumeurs dites irrationnelles ne sont pas une spécialité africaine. Elles existent, sous d'autres formes, dans les sociétés occidentales modernes, White, 1994, Favre Saada, 1977. Forge, 1970,
souligne par exemple l'existence de systèmes représentationnels et de pratiques similaires en Nouvelle-Guinée. Mais c'est sans doute l'étude que Clyde Cloquon, 1944, a consacrée à la sorcellerie chez les Navajos qui apporte le plus d'éléments en faveur d'une répartition quasi universelle des idées propres à la sorcellerie. D'une part, Cloquon a mis en évidence l'existence de toute une série de techniques et de pratiques surnaturelles qui, selon les Navajos, permettent aux sorciers d'arriver à leur fin maléfique. D'autre part, il a relevé que sorciers et sorcières participent à des banquets nocturnes qui, par bien des aspects, ressemblent aux sabbats qui ont si longtemps peuplé l'imaginaire européen. Mais en Europe, plus précisément en Angleterre, la littérature nous renseigne que la législation contre la sorcellerie de 1563, Elizabethan Witchcraft Statute, prévoyait la peine de mort pour l'invocation de mauvais esprits, celle de 1604, Jacobean Witchcraft Statute, tout en punissant comme auparavant leur consultation, ajoutait explicitement les accords passés avec eux, c'est-à-dire consulter, pactiser avec accueillir, employer, nourrir ou récompenser n', importe quel esprit mauvais et malin. De même, il était désormais défendu sous peine de mort d'enlever des dépouilles des tombes dans le but de les utiliser pour des pratiques illicites, à Macfarlane 1970, deuxième édition, Londres 1999. Cela ne signifie cependant pas, estime J. Sharp, que la croyance en la sorcellerie ait été plus dépouillée, voire en quelque sorte plus rationaliste que sur le continent. Les sorcières anglaises étaient supposées elles aussi entretenir un commerce avec des esprits diaboliques. À la différence qu'il s'agissait d'une relation peut-être plus personnelle avec un esprit familier en forme d'animal, qui n'impliquait pas des réunions clandestines à grande échelle, J. Sharp, Londres 1997. D'autres recherches ont amplement démontré que la pratique de la sorcellerie s'en est même fortifiée jusqu'au XIXe siècle. Dans Britannica, il ressort que, bien que le Parlement britannique ait fait dans les années 1730 une abrogation de loi interdisant la sorcellerie, on lit dans Britannica que sa population, lettrée ou illettrée, ne cesse de croire à sa puissance. Britannica, volume 17, 70. Ce bref survol montre que la sorcellerie n'est pas l'apanage d'une société imparfaite ou primitive, elle résiste aussi bien à l'épreuve du temps qu'à celui de l'espace. Nonobstant cette couverture planétaire, nul n'ignore aujourd'hui que c'est en Afrique que le rôle de la sorcellerie paraît le plus important, car il s'accompagne d'une conception suivant laquelle la souffrance est une punition infligée par des esprits. Dans le cas où la souffrance est imméritée, le malade et les siens invoqueront la sorcellerie. Cependant, après l'indépendance, au cours des années 60 et 70, Peter Gesquière 2000/19 souligne qu'il était mal vu de parler ouvertement de la sorcellerie. C'était primitiviser l'Afrique et nier son progrès rapide sur le chemin de la modernisation. Il semble révolu et anachronique de palabrer sur un phénomène aussi irrationnel qu'est la sorcellerie. Ainsi, les nouveaux dirigeants du continent africain indépendant se sont érigés contre la sorcellerie à travers des législations qui pénalisent durement tous ceux qui invoquent les mauvais esprits. Les religions révélées n'ont pas été du reste. Pour l'islam particulièrement, la sorcellerie constitue une révolte sacrilège et diabolique contre Dieu. Mais aujourd'hui, force est de constater que la sorcellerie a envahi l'espace public. Elle domine au sein des familles, des lignages, des clans, des villages, des villes, dans les rumeurs de radio-trottoirs, dans les médias officiels, journaux, télévision, mais aussi dans le monde intellectuel et politique. Les sorciers ne se cachent plus, ils proposent leur offre de services de façon ouverte. La sorcellerie et ses instances de contrôle, dispositifs anti-sorcellerie, refont surface et suscitent beaucoup d'engouement à la campagne comme en ville. Aujourd'hui plus qu'hier, riches ou pauvres, puissants ou misérables, hommes ou femmes, enfants ou adultes, sont indifféremment infectés ou affectés de sorcellerie sans que cela constitue une gêne quelconque. Les accusations de sorcellerie pour tout dire, sont devenues monnaie courante et s'amplifient au fil du temps. Mark Mvembekale 2005/21-39 déclare qu'aujourd'hui et de façon récurrente, l'opinion publique africaine accuse volontiers hommes politiques et autres grands de se livrer à la sorcellerie afin de s'assurer victoire électorale et fortune matérielle. De leur côté, nombreux sont les politiciens qui exploitent la rumeur afin d'affermir leur réputation et imposer, sinon le respect, du moins la crainte. En ce début du XXIe siècle, marqué par l'état de droit et la propagation exponentielle de l'islam,
On se rend compte donc que la sorcellerie, considérée comme nuisible à l'humanité, persiste et même prolifère au sein des communautés d'Afrique noire au sud du Sahara, entraînant avec elle le regain d'intérêt pour les diagnostics et les remèdes magiques contre les actes sorciers. Dans ce contexte, les problèmes qui correspondent en même temps à notre problématique sont évidemment: pourquoi la sorcellerie, cette science noire qualifiée de maléfique tant réprouvée, proscrite, considérée comme une hérésie et une simple superstition, reste encore persistante dans le tissu social aujourd'hui? La sorcellerie peut-elle efficacement jouer un rôle de régulation sociale dans une société contemporaine? Dans son ouvrage intitulé « Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive », Lévi-Bruhl a clairement établi que la mort et la maladie ne sont jamais imputables à un effet naturel, mais toujours à des causes pernicieuses. Lévi-Bruhl, 1931. Ce point de vue est aussi celui de Jeanne Favret-Saada, qui a particulièrement bien souligné le lien entre la sorcellerie et la répétition du malheur. Pour elle, lorsque les malheurs arrivent en série, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Favret-Saada, 1977. Il en est de même pour les coïncidences extraordinaires, où le malheur résulte d'une surprenante combinaison d'éléments naturels. Dans le même ordre d'idées, le célèbre ethnologue anglais Evans Pritchard, dans son ouvrage classique consacré à la sorcellerie, aux oracles et à la magie chez les Azandés, a mis en évidence un trait fondamental de la sorcellerie, son lien au malheur inexpliqué. Pour lui, lorsque leurs connaissances empiriques peinent à rendre justice d'un événement tragique, les Azandés attribuent la raison de leurs infortunes à des agents maléfiques. Evans Pritchard, 1937. Plus spécifiquement, la sorcellerie en tant que système explicatif fournit le lien entre deux séries causales indépendantes. Un autre trait important mis en évidence par Evans Pritchard concerne la portée pragmatique de la sorcellerie. L'explication d'un malheur inexpliqué est en effet accompagnée d'une réaction socialement orchestrée. La recherche du responsable s'organise, des oracles sont consultés et, si l'origine maléfique de l'événement est confirmée, une procédure de réparation peut être envisagée. Le discours sorcier a donc l'avantage de fournir une réponse à la nocivité. La colère peut s'exprimer et le désir de vengeance être satisfait. Evans Pritchard, 1937. Par ailleurs, Pritchard a établi une distinction importante du concept de sorcellerie. En effet, par sorcerie, il désigna la pratique consciente et volontaire d'actes magiques acquis lors d'un apprentissage, qui visent à nuire par l'utilisation de substances et de formules. Le terme de witchcraft renvoie par contre à une capacité innée de nuire qui peut s'exercer à l'insu du sorcier. Par ailleurs, l'absence de notion de hasard et de coïncidence développée par la suite par le même auteur établit indubitablement la compatibilité des liens de causalité matérielle avec l'action des forces occultes. Evans Pritchard, 1937. Cette distinction n'a pas fait l'unanimité auprès des chercheurs, au premier rang desquels Turner. En effet, l'application trop rigide de cette distinction a fait l'objet d'une mise en garde importante par Turner. Pour ce dernier, en effet, cette dichotomie explicite chez les Azandés est loin de se retrouver dans toutes les sociétés. Par contre, Turner a reconnu l'existence auprès des sociétés constamment soumises à la mort et à la maladie, d'un ensemble de croyances concernant les personnes susceptibles d'attaquer leurs congénères par des moyens non empiriques. Turner, 1967. Abolie officiellement depuis le XVIIIe siècle en Europe, la sorcellerie est présentée dans beaucoup de recherches comme une réalité qui n'est d'actualité qu'en Afrique noire. Le phénomène de la sorcellerie, comme on le voit dans la littérature, résiste aussi bien à l'épreuve de l'éloignement dans l'espace qu'à celui du temps. D'autres auteurs ont mis en lumière la corrélation entre sorcellerie et religion en Afrique noire. C'est le cas par exemple de Thomas Helvey et Lunoer qui, dans Les religions d'Afrique noire, textes et traditions sacrées, ont démontré que le domaine du sacré, si domaine il y a, n'est ni extérieur ni impalpable. Ils ont estimé que tout comme le temps, qui ne se donne ni ne se pense pas en termes distincts et classés entre passé, présent et futur, la religion sorcière, bien qu'invisible, n'est pas un univers imperceptible. Les deux auteurs poursuivent. Aucun terme ne parvient, de façon explicite, à épuiser le contenu et la forme du sentiment religieux africain. Il y a là un acte synthétique car dans son infinie complexité, dans la multiplicité de ses nuances, dans ses progrès comme dans ses régresses,
La religion africaine comporte de nombreuses démarches qui rappellent successivement ou simultanément le fétichisme, le totémisme, le manisme, l'animisme et le paganisme. Les religions africaines peuvent difficilement se comprendre en tant qu'entités séparées. Mais aucune de ces dimensions, même aperçue dans le sens profond, ne saurait à elle seule esquisser le tableau approximatif du sacré. Thomas Helvey et Lunoer, 1995. Le lien entre sorcellerie et modernité a été aussi exploré. En effet, depuis une quinzaine d'années, dans le sillage du livre de Jean et John Komaroff, 1993, et de celui de Peter Gesquier, 1995, les études sur la sorcellerie se sont multipliées et sous la tutelle de ces auteurs, ont mis en place un nouveau paradigme, le lien entre sorcellerie et modernité. Qu'il puisse exister une relation entre une intensification des phénomènes sorcellaires et le changement social est une vieille idée, mais pour cette école de pensée, il ne s'agit pas de cela, mais du fait, comme Henrietta Moore et Todd Sanders, 2001/12, tentent de le résumer en une formule, que la sorcellerie serait not only contiguous with but constitutive of modernity. Dans le même ordre d'idées, des auteurs comme Meyer, 1999, Gesquier et Komaroff, 2000, envisagent le recours à la sorcellerie comme une réponse locale à l'impérialisme du capitalisme international et à la mondialisation. Pour P. Gesquier, 2000/17, la raison de cette étrange complicité entre sorcellerie et modernité tiendrait au fait qu'il y a une forte convergence entre la sorcellerie qui exprime une ouverture relative de la communauté locale et la globalisation qui ouvre l'accès à de nouveaux horizons. De façon plus générale, la résilience de la sorcellerie participe d'un réenchantement du monde également sensible sous d'autres latitudes. Les recherches Komaroff et Komaroff, 1993, Gesquier, 1995, ont permis de déceler les effets paradoxaux de la sorcellerie, sa capacité à promouvoir le contrôle de l'État sur les pouvoirs locaux, nouveaux codes pénaux appliqués dans les tribunaux régionaux, ou au contraire, à affirmer l'autonomie des communautés rurales vis-à-vis des élites urbaines porteuses d'intrusions étatiques, Rolands et Varnier, 1988, Fizy et Gesquier, 1990, Bastian, 1993. Les anthropologues Peter Gesquier, 2000, Birgit Meyer, 1999, John Komaroff et Jean Komaroff, 2000, lient l'apparition de nouvelles formes de sorcellerie au Cameroun, au Ghana et en Afrique du Sud aux pressions exercées par le capitalisme international et la globalisation des cultures locales. Florence Bernot, historienne, s'est penchée sur démocratie et mutation culturelle en Afrique noire. À partir de son hypothèse, la fragilisation de la parenté en tant que cellule de reproduction sociale, et son déclin en tant que système d'expression des hiérarchies et alliances politiques, Florence Bernot, 2005, elle s'est attaquée à la manière dont les croyances spirituelles et morales se sont transformées tout au long du siècle dernier. Pour elle, les théories occupées à comprendre les avatars modernes de la sorcellerie ont pris rarement en compte la lente et profonde recomposition du socle des croyances magiques durant les 2 siècles passés. Or, qualifier la sorcellerie contemporaine de moderne, sans explorer plus avant la différence entre les manifestations sorcières d'aujourd'hui et le peu que l'on sait des pratiques locales anciennes, rend difficilement possible comparaison et perspective. Sur quoi, par exemple, tient-on l'affirmation d'une prolifération de la sorcellerie contemporaine si l'on met à part les rumeurs du sens commun ? Quelles mesures empiriques et quels référents permettent de démontrer ce que la plupart des chercheurs dénoncent comme l'accroissement des actes sorciers ? Et la montée des préoccupations populaires, s'est-elle interrogée ? Florence Bernot, 2005. Historienne, Florence, dans sa recherche, s'est attaquée à la manière dont les croyances spirituelles et morales se sont transformées tout au long du siècle dernier. La sorcellerie, un fait social en question. La croyance en la sorcellerie se retrouve à un moment donné dans l'histoire de toutes les sociétés, même celles dites développées. Cette croyance a secoué et bouleversé des nations, communautés et groupes sociaux à travers toute la planète. D'une façon générale, les discours sur la sorcellerie impliquent que celle-ci est une pratique spirituelle réputée pour faire du mal à autrui. Les pratiques et les attaques sorcières donnent souvent lieu à des procès. Les procès sur la sorcellerie sont parfois collectifs et débouchent sur la chasse aux sorcières. Une épidémie de chasse aux sorcières dévasta toute l'Europe du début du XVIe siècle jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle,
faisant un nombre de morts difficile à évaluer, Encyclopædia Universalis. Et dès lors, la psychose liée à la sorcellerie a disparu dans les pays occidentaux. Selon les auteurs occidentaux, le siècle des Lumières a mis fin aux superstitions. En Afrique, la croyance en la sorcellerie est très vivace et plus répandue. Burton R. cité par Dr. Anne Rethel Laurentain, 1974/31, affirme que la sorcellerie est fortement ancrée dans la mentalité africaine. Cette déclaration de Burton remonte à la première moitié du XIXe siècle et pouvait se comprendre, car à cette époque, l'Afrique n'était pas suffisamment entrée en contact avec la modernisation. Mais en 1976, après la Révolution à l'issue de laquelle fut institué le régime de Kérékou, eurent lieu en République populaire du Bénin de délirantes chasses aux sorcières. Près de Boïcon, on abattit en grande liesse les baobabs dans les cavités desquels, croit-on, trouvent refuge les esprits des sorciers. Ailleurs, une femme fut enterrée vivante. La furie collective suscita un regroupement de prétendues sorcières aux environs d'Abomey, dans une sorte de petit camp de concentration où la plupart durent séjourner, sans abri contre la pluie ou le soleil, dans des conditions telles que beaucoup d'entre elles moururent. Elles étaient victimes des conséquences de dénonciations émanant de membres de leur famille ou d'habitants de leur village. Il fallait au contraire les protéger du reste de la population, par un détachement militaire. La plupart de celles qui obtinrent le droit afin d'être jugées furent acquittées, mais au prix de quelle souffrance. Comme au Bénin, les sorcières et sorciers ont souvent fait objet de mauvais traitements un peu partout en Afrique et surtout lorsqu'ils sont découverts à l'issue des ordalies. Le paradoxe qui se présente aujourd'hui est qu'en pays accent aigu au Togo, la croyance en la sorcellerie prend davantage une ampleur considérable et inquiétante. Alors se posent deux questions. Pourquoi la croyance en la sorcellerie n'a-t-elle pas disparu dans les communautés africaines avec les sanctions collectives et les mutations sociales issues de la modernité comme ce fut le cas dans les pays occidentaux ? Ce que les Occidentaux entendent par sorcellerie qui avait fait ravage en Europe au Moyen-Âge et avait disparu dans le temps, est-il la même chose que la sorcellerie des Africains ? La plupart des études menées pour cerner la sorcellerie en Afrique ont été faites par les ethnologues et anthropologues. Les études les plus récentes sont consacrées spécifiquement au système religieux des accent aigu du Sud Togo et ont été faites par Clauder Iver 1981 et Albert de Surgy 1988. Les études de ces anthropologues reposent sur des hypothèses dont les plus importantes répondent aux questions suivantes. Qu'est-ce que la sorcellerie dans la mentalité accent aigu ? Pourquoi la sorcellerie ? À quoi sert-elle ? Quelle est l'origine de la sorcellerie ? Qui est accusé ? De quoi est-il accusé ? Comment traite-t-on le sorcier ? Comment s'en protège-t-on ? Toutes ces questions traitées ont apporté la lumière sur les phénomènes sorciers chez les accent aigu. Il s'est fait que la sorcellerie, conçue par la plupart des auteurs comme appartenant à une société traditionnelle et qui devait disparaître avec le temps, intègre très rapidement les mutations actuelles de la société. Il semblait évident que la sorcellerie disparaîtrait automatiquement, sinon avec la propagation des influences modernes en général, du moins avec la diffusion de l'électricité. Mais un tel stéréotype ne correspond guère à l'évolution actuelle de l'Afrique. Au contraire, presque partout sur le continent, les discours sur la sorcellerie s'articulent de façon souvent surprenante avec les développements modernes. Ainsi, toutes sortes de rumeurs et de formes de conduite ayant trait à ce qu'on appelle sorcellerie envahissent tous les domaines de la vie moderne de notre société. Chez les accent aigu par exemple, les manifestations de la sorcellerie affectent tous les domaines de la vie communautaire moderne. Que ce soit la politique, l'organisation sociale, la santé, l'économie, aucun de ces domaines n'est épargné. Clauder Iver 1981/191, inspiré par les études de Evans Pritchard Merrill, J. Middleton, M. Gluckman, S. Nadel et autres chercheurs, a examiné et résumé les théories générales sur la sorcellerie en 5 grands points. Le premier point concerne l'analyse des fonctionnalistes sur la sorcellerie. Selon eux, la sorcellerie conforte la morale en aidant par un bastingage de crainte les individus qui la tiennent pour vraie, à s'intégrer à la société,
en définissant ce qui est mauvais pour l'homme, notamment les infractions aux règles morales qui ne sont pas justiciables au tribunal coutumier. Sa contribution au maintien de l'ordre vient encore de ce qu'elle entretient l'élimination du sein de la société tout perturbateur notoire accusé de cette anomie capitale, qu'est l'action sorcière. Le paradoxe de cette théorie fonctionnaliste est qu'aujourd'hui les éléments perturbateurs accusés de sorcellerie ne sont plus éliminés de la société. Avant, les sorciers étaient massacrés et tués à l'issue des divinations et des ordalies. Peut-être parlerait-on actuellement d'une mise en quarantaine concernant ces perturbateurs. Dans la même perspective fonctionnaliste, l'allemand S. 1988/59 écrit : si le sorcier se définit par son désir du bien d'autrui, il paraît être aussi le garde-fou d'une société nostalgique d'égalitarisme dans laquelle toute réussite financière ostensible est une insulte à la médiocrité du voisinage. Pour cet auteur, l'utilité de la sorcellerie est de vouloir mettre tous les individus de la communauté sur les mêmes pieds d'égalité du point de vue financier. Nous pensons que cette conception de la sorcellerie ne doit pas faire objet d'une généralisation à l'ensemble de la pratique sorcière. À en croire à nos informateurs, la première forme de la sorcellerie qui n'est autre que la sorcellerie de la parenté attaque, dans sa forme la plus barbare, sans aucun mobile matériel, un fils, un parent ou un membre de la famille. Le seul mobile qu'il peut y avoir, c'est le plaisir et le désir de la chair et du sang humain, qui n'ont rien à voir avec la position financière des victimes. Cependant, notons que le principe d'égalitarisme financier fait partie d'une autre forme de pratique sorcière qu'on peut appeler, selon nos informateurs, la sorcellerie communautaire. Du point de vue sociologique, la sorcellerie est sécurisante d'une part en ce qu'on s'imagine d'avoir identifié le mal et trouvé par des protections, même fallacieuses, les mesures nécessaires pour y remédier, d'autre part en ce qu'elle permet de briser des relations devenues intolérables sans que le résultat en soit tenu pour de véritables offenses, notamment dans le cas des rapports qui sont censés impliquer sinon une affection, du moins un support mutuel. Ainsi, par accusation de sorcellerie, se règlent des hostilités entre frères à propos de l'héritage, ou plus fréquemment entre femmes d'un même homme, ce qui justifie parfois la répudiation. La suspicion de sorcellerie se situe particulièrement là où se trouve la rancune, et là où il n'y a pas d'issue juridique pour se débarrasser d'un mal. Ce point de vue porte à croire que la brisure des relations d'affection ou de support mutuel en cas d'accusation de sorcellerie n'est pas considérée comme une offense à l'égard de l'accusé. Mais des familles sont divisées, des membres de famille sont séparés, certains se sentant offensés par d'autres pour n'avoir pas été soutenus pendant des moments d'accusation de sorcellerie. Les histoires de sorcellerie sèment des broutilles dans les familles. Il convient aussi de noter que l'accusation de sorcellerie ne peut pas être uniquement liée au règlement des hostilités et des litiges entre les membres d'une communauté. L'affirmer revient à dépouiller la sorcellerie de toute essence spirituelle et la ramener donc à un stratagème simplement humain ou social, alors qu'elle constitue, selon nos informateurs, une entité spirituelle qui anime les hommes. Ajoutons cependant que la dernière partie de ce point de vue correspond à l'assertion de GESCHIEREP, 1995, selon qui la sorcellerie semble presque toujours naître de l'intimité familiale. Elle est le côté noir de la parenté. C'est dire donc qu'il y a de la jalousie et de l'agression à l'intérieur de la famille, où ne devrait régner que la confiance, la solidarité et la paix. Pour les psychologues, la sorcellerie donne une réponse stéréotypée aux divers motifs d'anxiété en les nommant, c'est-à-dire en personnifiant les agents responsables des événements puis en proposant des remèdes adaptés. Ainsi joue-t-il le rôle de palliatif de l'agressivité et de l'angoisse, par une décharge imaginaire contre un individu suspecté, mais pas toujours accusé, qui produit une dérivation de l'hostilité vers des objets et personnes reconnus comme susceptibles de nuire. Du point de vue idéologique, il ressort que puisqu'on attribue à l'interférence néfaste de la sorcellerie les échecs de la magie curative, celle-ci voit renforcer la confiance qu'on place en elle. L'accusation de la sorcellerie ne peut pas se rapporter tout simplement au motif du mal qui frappe les uns et non les autres. Cette considération peut conduire à nier l'existence de la sorcellerie et à la confondre avec tout malheur de la vie. Mais c'est ce qui rend même confuse la notion de sorcellerie dans la croyance populaire en Afrique,
ou tout cas d'accident, de maladie et de décès a une cause mystérieuse qui peut se rapporter à la magie ou à la sorcellerie. Enfin, sous un point de vue psychanalytique, on pourra estimer que tout ce qui semble ridicule superstition pour des Occidentaux prend son sens dans le corpus intégrateur de la magie maléfique et bénéfique par référence aux infortunes de la libido, à la projection des passions, au subconscient des rêves et à la libération de l'agressivité sur son semblable. La sorcellerie n'est pas toujours une superstition ni une suspicion. Si tel est le cas en Occident, la réalité est tout autre en Afrique. Au-delà des superstitions et suspicions qui expliquent quelquefois la croyance en la sorcellerie, cette dernière existe et est une réalité vécue chez les peuples africains. L'étude d'Evan Pritchard chez les Azandés du Soudan rapportée par Laurentin A. corrobore cette affirmation. En effet, Anne Rethel-Laurentin, 1974 sur 162, a observé 2 types de sorcellerie chez les Azandés de Soudan. Dans un cas, l'intention de nuire à autrui est une émanation de l'homme sans substrat organique. Elle devient sorcellerie grâce à un entraînement ou à une alliance avec les forces invisibles naturelles ou surnaturelles. La deuxième forme de sorcellerie qu'on peut appeler organique requiert la présence d'un organe, le mangu, poche abdominale héréditaire et constitutive d'une lignée, mais les membres d'un lignage ne l'ont pas tous et ceux qui l'ont ne le savent pas toujours car il agit parfois à l'insu du sujet. En général, l'une de ces 2 explications de la sorcellerie reste prépondérante dans tout groupe en Afrique. Par ailleurs, une partie non négligeable de la littérature sur la sorcellerie concerne les ordalis. Les ordalis désignent l'oracle, le test, la divination, le pari, pratiqués au cours des accusations de sorcellerie, de vol, d'adultère et qui consistent en une épreuve judiciaire où une puissance surnaturelle est le fondement de la décision. Elles sont pratiquées lorsque l'accusé refuse les accusations et clame son innocence. Dans ce cas, il est soumis devant un fétiche anti-sorcier à la consommation d'un aliment dont l'ingestion pourrait le tuer si effectivement il est coupable. Cette procédure s'appelle l'épreuve du poison. Il existe d'autres formes d'ordalie. Retellaurantina, 1974, dans son ouvrage Sorcellerie et ordalie, l'épreuve du poison en Afrique noire, essai sur le concept de négritude, a travaillé sur les ordalies dans 300 communautés d'Afrique. Elle conclut que les ordalies africaines ont une particularité importante. L'ordalie est un fait social qui affecte à la fois la justice, la religion, la magie, et les relations des hommes entre eux et avec le monde environnant. Les ordalies ne sont pas particulières à l'Afrique. Elles ont existé un peu partout. Elles ont une forme légale à une phase de l'histoire des sociétés hébraïques, grecques, romaines et au Moyen-Âge dans presque toute l'Europe, chez les Esquimaux, en Asie et en Nouvelle-Guinée. L'allemand S. 1988 présente les hypothèses générales sur la sorcellerie avec les différentes théories. Pour LEVYBRUHL, si l'on résume les conceptions qu'il attribue aux tenants de la sorcellerie, on obtient 2 prémices. La maladie et la mort ne sont pas l'effet des causes naturelles, mais de forces pernicieuses. Or, le mauvais vouloir humain fait partie intégrante des forces en question. 50 ans après, la conclusion de ce syllogisme paraît un peu rebattue. En revanche, LEVYBRUHL insiste sur une attitude particulière. La sorcellerie ne se définit pas, ne se conçoit pas, mais se ressent. C'est une qualité spéciale de l'émotion éprouvée qui fait que l'individu d'une société, véhiculant ce type de croyance, sait aussitôt en présence de quoi il se trouve. Cette institution qui revêt les allures de la certitude tant lors du constat de l'agression que lors de l'identification d'un coupable, nous semble une composante importante du processus psychique impliqué. Quelques années plus tard, Evans Pritchard s'étend longuement sur l'absence de la notion de hasard, d'accident, de coïncidence fortuite dans la pensée azandée, car celle-ci estime compatibles les liens de causalité matérielle avec l'action des forces occultes, tels 2 faisceaux étroitement imbriqués et complémentaires. Ce schéma ne sera guère remis en cause par la suite. D'autres africanistes ont vu plus récemment dans la sorcellerie un trait distinctif de la communication propre aux membres de petits groupes en association étroite. Selon les Bohanan, un équilibre interne régirait bonheur et malheur de corésidents de telle sorte que les pertes des uns correspondraient aux gains des autres. Relativement vérifiable de jour,
une telle arithmétique rendrait aussi compte des agissements nocturnes lorsque perte et profit s'avèrent moins ostensibles. Cette théorie des vases communicants, mentionnée à propos des tifs du Nigeria, se retrouve tout aussi brièvement indiquée chez les EWE accent aigu du Ghana sous la plume d'AMETEWE et CHRISTIENSEN. Une autre hypothèse justificative, dans le cadre des aspects formels propres aux échanges dans les communautés restreintes, insiste sur la globalité des contacts, sur le fait qu'ils ne sont jamais effectués sur le mode impersonnel, de manière ponctuelle ou segmentarisée. Les tensions se produisant, conduisent les uns à penser que la totalité de leur déboire est attribuable à l'inimitié des autres. Il faut remarquer que l'inventaire comparé des accusations de sorcellerie émises par des ruraux et des citadins de la même origine montre que l'expérience urbaine de l'anonymat et de la parcellisation des rapports tend à faire baisser le recours à la sorcellerie comme raison alléguée d'une infortune subie, selon Amontouk. Mais ces quelques essais qui rabattent le phénomène sorcier vers des cadres de pensée conditionnés dans leur forme même par la taille de l'environnement, ou qui en font le produit des causes hétérogènes dûment hiérarchisées, constituent des entreprises fort rares. Les auteurs s'intéressent surtout à l'examen des milieux sociaux susceptibles de faire surgir, lors de deuil ou de pertes matérielles, l'argument de l'intervention sorcière. Un autre aspect dont on ne doit pas se passer dans ce travail est la sorcellerie et la modernité. Selon Clauder Ivire toujours, l'insécurité qui marque les mutations sociales de l'Afrique ne va pas sans engendrer un regain de recours à la magie, que celle-ci soit bénéfique ou maléfique. On définira la magie comme la mise en œuvre de pouvoirs externes manipulés à travers des symboles, objets, formules, gestes, en vue de modifier le cours des événements dans un but profitable à l'agent mais éventuellement nuisible à d'autres. La sorcellerie, elle, met en jeu de manière souvent incontrôlée des pouvoirs internes, mauvais œil, double vision, vampirisme, au psychisme de l'agent qui peut en ignorer l'action. Ce recours à la manipulation des forces occultes comprend une ambivalence. Comme le remarque GESCHIEREP, 1995, dans son ouvrage « Sorcellerie et politique en Afrique », il existe une ambiguïté morale de la sorcellerie au Cameroun. Chez les Makas, la sorcellerie présente l'image d'une ambivalence très troublante. Pour le Maka, le djembé, notion qu'il traduit souvent par la sorcellerie, constitue le principe même du mal. Pourtant cette force peut toujours être canalisée et utilisée pour des buts plutôt constructifs, guérison, commandement, le pouvoir. Dans la même logique de la positivité de la sorcellerie, Bruce Kapferer, 1983, dans son étude sur le Sri Lanka, démontre que la sorcellerie ne constitue pas un frein à la pénétration capitaliste mais plutôt la clé de voûte de celle-ci. Aujourd'hui, il est étonnant que plusieurs individus se réclament sorciers positifs et qui sont aussi différents des sorciers guérisseurs ou tradithérapeutes. Cette ambiguïté des discours sur la sorcellerie et son omniprésence, pourtant si élusive, pose la question qu'il est souhaitable de la présenter comme un thème d'étude à part, car en matière de sorcellerie, aucune rumeur n'est acceptée comme allant de soi. Au contraire, toute observation et surtout toute interprétation sont sujettes à de longues discussions sur leur véracité et la sorcellerie n'est certainement pas une façon de raisonner qui va de soi. De plus, il y a toute une gamme de significations et d'alternatives. Selon toujours PGESCHIERE, l'essor spectaculaire du pentecôtisme dans les dernières décennies du XXe siècle, dans maintes régions du continent, fait appel à un tout autre discours. Les prédicateurs qui réussissent mieux sur le plan matériel avec un bon standing socio-économique sont étiquetés sorciers bien qu'ils combattent la sorcellerie par la religion chrétienne. GESCHIERE constate l'ambivalence de la sorcellerie dans ses rapports actuels avec le sport et la politique. En effet, pratiquement tout match de football en Afrique s'accompagne de rumeurs selon lesquelles l'équipe qui reçoit a blindé le terrain de sorte que la victoire ne pourra lui échapper. Que ce soit pour les Lions indomptables du Cameroun, les Éperviers du Togo ou toute autre équipe villageoise, régionale ou nationale, il y a toujours un marabout ou un sorcier qui est désigné pour préparer spirituellement les matchs. Quelquefois, les marabouts sont officiellement recrutés par les dirigeants politiques. Sur le plan politique, les rumeurs courent que les grands hommes politiques, les députés, les ministres et les présidents sont des sorciers.
Quelques-uns de ces derniers confirment que sans la collaboration avec les grands sorciers et marabouts, ils ne pourraient pas tenir à leur poste. Car disait un ministre togolais, « Les sorciers de ma contrée et ceux de la nation ne nous laissent pas la tâche et la vie facile, il nous faut donc une protection. » Il faut donc étudier les représentations de sorcellerie comme un aspect inhérent de la vie quotidienne qui surgit derrière n'importe quel sujet. Cela montre combien il est important d'essayer de contextualiser des histoires de sorcellerie et de les interpréter dans des contextes socio-économiques certains qui leur donnent une crédibilité certaine. C'est ce à quoi s'adonne cette étude. L'ambivalence de la sorcellerie amène le sociologue Dominique Desjeux, 1987 sur 178, dans son étude sur la région Soundi, près de Brazzaville, a consacré à la sorcellerie un chapitre bref, mais dont les points de départ sont stimulants. Il s'intéresse surtout à la dimension incertaine de la sorcellerie, qui constitue pour lui un effort vers une gestion de l'incertitude. C'est parce qu'elle intègre le champ de l'incertitude que la sorcellerie reste le discours privilégié pour interpréter les changements modernes. Le rapport entre la sorcellerie et l'incertitude de la vie moderne traverse l'œuvre d'Éric de Rosny, le prêtre de Douala devenu Nganga Rosny. Pour minimiser cette incertitude, nous avons voulu consacrer une étude sociologique à la sorcellerie dans la communauté EWE accent aigu de 3 localités de la sous-préfecture d'Afagnan du Togo. Particulièrement, en ce qui concerne la sorcellerie chez les EWE accent aigu, les travaux anthropologiques consacrés au sujet sont édifiants. Selon les travaux de Clauder Iver 1981, dans son ouvrage « L'anthropologie religieuse des EWE accent aigu du Togo », chez ce peuple, le système religieux est basé sur la vénération des divinités, des ancêtres, du Fa. Il découvre que les pratiques de la magie et de la sorcellerie existent chez les EWE accent aigu, mais ces pratiques se distinguent des entités précitées. La sorcellerie est considérée comme une pratique dangereuse pour les communautés. L'ambiguïté de cette pratique se retrouve aussi chez les EWE accent aigu car les cérémonies de l'initiation à Afa, divinité qui préside à la connaissance de l'élaboration secrète des phénomènes, comportent des rites qui encouragent ouvertement à respecter la sorcellerie et dissuadent par conséquent de l'entourer d'une réprobation sans réserve. Cela conduit à une authentique vénération de la sorcellerie, et à l'omniprésence de sa pratique en pays EWE accent aigu avec ses conséquences. Or, pour le commun des mortels en pays Wachi, la sorcellerie n'est qu'une pratique néfaste pour l'humanité. L'Afrique s'étant vue pendant longtemps classée parmi les parties anhistoriques du monde, devrait reprendre conscience de son histoire. C'est à juste titre que Ibrahima Babakak affirme « Le fait de reprendre conscience de son histoire est un signe de renaissance pour un peuple et un peuple sans histoire c'est un homme sans mémoire. » CAC 1982. Dans cette perspective, l'on se demande comment dans l'ignorance de leur passé, les communautés humaines pourraient-elles maintenir leur permanence dans le temps, prendre en un mot connaissance d'elles-mêmes? Oublier son identité sa culture, est-ce là le synonyme de l'homme épanoui? C'est peut-être, par la lutte contre l'oubli, que les générations successives peuvent être assimilées à un seul homme qui apprend continuellement. On comprend alors la nécessité pour l'Africain de retrouver sa mémoire. Car le grand historien d'Afrique, le Burkinabé Joseph Kizerbo avait affirmé au sujet de cette question « Point n'est besoin d'être historien pour remarquer qu'un mois ne se passe plus dans le monde sans que plusieurs livres soient publiés sur l'histoire de l'Afrique. » La valorisation du passé de ce continent est un signe des temps. Le motif subjectif en est évident. Pour les Africains, il s'agit de la recherche d'une identité par le rassemblement des éléments épars d'une mémoire collective. JKZERBO 1978. Il est alors clair que l'appartenance à une culture se traduit toujours par l'adhésion aux normes et valeurs de cette culture, puisque les valeurs sont le point de rencontre entre l'individu et la société en Afrique. C'est à partir de l'identité culturelle que se créent d'autres identités. La recherche de ses origines, nous dit Assimi Kunda, est sans contexte une préoccupation de tout groupe humain. Elle permet à chaque société, à chaque peuple de se connaître soi-même et de se définir par rapport aux autres. C'est sans doute la raison pour laquelle, dans la plupart des travaux historiques sur nos peuples, on s'est beaucoup attaché à savoir d'où ils viennent, qui ils sont. Kunda 1986.
L'affirmation de notre identité est donc une affaire très préoccupante pour tout Africain. Toute recherche, qu'elle soit scientifique ou non, s'inscrit toujours dans un cadre donné, c'est pourquoi l'affirmation de l'identité pour l'Africain est tout à fait légitime. Tout individu, voire toute communauté a le droit et même le devoir de chercher à se constituer en unité distincte des autres en fonction des valeurs qui lui sont propres. Poursuivant cette réflexion, Thierno M. Bas écrit « Dans l'historiographie africaine, la détermination des origines, de l'occupation d'un territoire et de la formation d'une entité sociale est parmi les sollicitations nouvelles, l'une des préoccupations fondamentales. Cette quête d'identité se justifie par le besoin de se faire apprécier, de se situer dans la continuité et la pérennité en faisant renaître une réalité historique et culturelle longtemps ensablée dans une mer de mépris. » Bas 1994. De ce fait, chaque peuple cherche à bien se connaître, à vivre sa véritable histoire de façon à transmettre la mémoire à sa descendance, c'est-à-dire aux générations futures. NLGAYIBOR l'affirmait déjà lorsqu'il trouve la nécessité de revisiter l'histoire de l'Afrique en général, et celle du Togo en particulier. L'auteur écrit en effet « Il ne s'agit donc plus, ainsi que cela a été généralement le cas jusqu'à présent, d'écrire une histoire des Européens. Mais il s'agit pour nous de tourner la page, d'apprendre aux Togolais à se sentir Togolais malgré les nombreux clivages ou parfois artificiellement créés au cours des années. » GAYIBOR, 1997. Au regard de ces observations faites, il s'agit pour nous de redonner une vraie identité à l'Afrique comme l'ont fait beaucoup d'historiens africains. Cette identité s'est perdue avec la colonisation et continue à se perdre avec la mondialisation. En effet, avec l'introduction des grandes religions telles que l'islam, le christianisme et le bouddhisme dans nos sociétés africaines, celles-ci ont connu et continuent de connaître une altération profonde de leurs valeurs identitaires propres. L'Occident consume, de façon exponentielle, l'Afrique avec sa modernité mal comprise par certains Africains. Il y a bien des réalités que bien des chercheurs semblent ignorer, mais qui en vérité talonnent le monde intellectuel africain. Quoi qu'on fasse, il serait difficile de s'en défaire, voire impossible dans bien de cas. Le phénomène de la sorcellerie, de la magie, des oracles et des ordaliers en Afrique sont bel et bien une réalité sociale. L'histoire de l'étrange destin de WANGRIN en est peut-être un exemple. Les ancêtres ont toujours à intervenir dans la vie de tout Africain quel qu'il soit, et quelle que soit sa croyance. Lorsque Komla Agbetiafa analysait la pensée religieuse des bey de la commune de Lomé, il écrit « Depuis l'aube des temps, chacun sait que la mort est inéluctable. Elle mange le jeune comme le vieux, elle mange le pauvre comme le riche. Même s'il est vrai que certaines choses dépendent de nous et d'autres ne dépendent pas de nous, comme nous l'enseigne le stoïcisme, cette inéluctabilité reconnue à la mort ne pousse jamais les beys à la résignation et à la passivité. Sans affirmer qu'une victoire totale sur la mort est possible, ils pensent que nous avons les moyens d'en différer à tout moment le terme ou d'en adoucir les effets. AGBETIAFA, 1985, 2, sans oublier les divers rites funéraires organisés individuellement ou collectivement en faveur des ancêtres. Avec l'auteur, nous constatons certes qu'il traite d'une identité sociale, celle des beys de Lomé au Togo, mais il s'est trop appesanti sur les rites religieux et sur l'idée de mort chez les beys pour qui MAWU, l'insurpassable 3, force suprême et incréée, perpétuellement hors d'atteinte matérielle, est à la fois lointain, insaisissable et surnaturel, cependant lié à d'autres êtres spirituels, les ancêtres et les divinités secondaires. En ce qui nous concerne, nous évoquerons ici la vie économique, politique, culturelle mais aussi environnementale des Bassars en insistant sur l'implication sociale de la sorcellerie, de la magie, des oracles et des ordalies dans les activités quotidiennes de cette population. C'est aussi, comme à l'instar des beys dont a parlé l'auteur précédent, une façon d'affirmer son identité aussi bien individuelle que collective et partant d'une identité africaine. Pourquoi ? Parce que le constat est amer en Afrique en ce qui concerne l'identité culturelle. En effet, l'on constate que le recours à un arrière-monde pour expliquer les interdits est de moins en moins respecté, les initiations ne se pratiquent plus comme autrefois. La jeunesse traite de fables les mythes traditionnels. Les rites tombent en désuétude. Les présences au culte traditionnel se raréfient. Les gardiens du savoir religieux vieillissent et disparaissent sans être relayés.
D'un système de croyances jadis unifié ne se conservent plus que des bribes, faute de transmetteurs d'un matériau exclusivement oral et faute de revivre les mythes traditionnels dans les rites. Les techniques matérielles ont conduit à une défétichisation du monde traditionnel et à un rétrécissement du vrai visage de l'homme africain. L'homme moderne, cherchant à être plus autonome, ne devient-il pas solitaire ? Concurrencé par un ensemble de messages et de symboles qui ne viennent pas d'elle, la vie de l'Africain dans ses mythes, ses rites et ses organisations est comme victime d'une attaque de tous azimuts. Sous ces assauts, dirons-nous plutôt qu'elle est en crise et se révèle alors comme une inculturation ? De ce fait, l'Africain, s'il ne prend conscience, perd son identité, sa culture et par conséquent son être. Pourtant, des voix se sont élevées et continuent de s'élever contre cette attitude ignorante et périlleuse de l'Africain. Malgré cela, des Africains considèrent certains faits métaphysiques comme irréels. Dans son livre intitulé « Rescapé de l'enfer », le frère Beaka Ajika Moana Nika Uba se félicite d'être tiré, par la grâce de Dieu, selon ses propres termes, de la gueule du loup qu'est le Satan. Cependant, il reconnaît avoir servi celui-ci pendant des années. Il écrit en effet « Gloire, honneur, puissance, majesté et action de grâce soient rendues au Seigneur Jésus, Christ pour le don gratuit du salut à mon âme. Par la recherche de la vie facile, de la puissance et du luxe, je suis tombé dans les filets du diable, et je m'y suis emmêlé à tel point que je ne pouvais de mes propres forces faire demi-tour. Aujourd'hui, par la grâce bienveillante du Seigneur, je me suis tourné vers son admirable lumière. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Psaume 116/12. C'est ainsi que ma bouche ne se ferma point, et que je proclamerai à haute voix tous ses hauts faits, car mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Psaume 124/7, frère Beaka Ajika 1982. À lire une telle prière de reconnaissance envers son Créateur, on comprend sans nul doute qu'il a pratiqué de la sorcellerie pendant un temps. D'ailleurs, lorsqu'on lit bien le 4e chapitre de son ouvrage qu'il intitule « Le monde satanique et ma rencontre avec Lucifer », il décrit ce que sont les sorciers, comment ceux-ci transmettent des pouvoirs maléfiques, comment ils tuent leurs victimes et les différentes branches de la sorcellerie. Dès lors, l'existence de la sorcellerie reste indéniable. Justement, c'est à ce niveau que le livre de Beaka Ajika trouve son importance en ce qui concerne notre thème. Cette sorcellerie est bel et bien un phénomène complexe. Pour les uns, elle est négative et c'est le cas de l'expérience de Beaka Ajika, mais pour les autres, elle est positive et a d'énormes implications dans la vie sociale d'un individu. C'est Robert Amblin qui a démystifié cette position hypocrite des soi-disant chrétiens qui ne croient pas à l'existence de la sorcellerie en Afrique, en la puissance des oracles, aux résultats des ordalies et en la magie noire. Dans La magie sacrée 4, R. Amblin présente la science des transpositions de l'être, la vieille Témoura des kabbalistes et ne joue pas seulement sur le plan matériel, mais cette science exprime aussi le secret des affinités occultes, s'exerçant nettement hors du temps et de l'espace humain. Amblin 1986. L'auteur montre dans cet ouvrage que le rituel magique confié aux occultistes du XX siècle est profitable spirituellement comme il le fut au XIV siècle. En effet, citant Platon, Amblin soutient que la magie sacrée, l'occultisme et dans une large mesure la sorcellerie, est transmise de génération en génération, car comme l'enseignait Platon, dit-il, l'homme revit à travers ses enfants les arbres qu'il a plantés et les livres qu'il a écrits. Ce qui veut dire que par-delà la mort, et pour ceux qui le savent, se transmet le rameau d'amandier des anciens jours. 5. Souvent, on entend objecter que le christianisme proscrit l'occultisme sous toutes ses formes, mais Amblin le montre bien dans son livre que les pontifes et les prêtres le pratiquent abondamment. Il écrit à ce propos « On ne peut contester qu'il y a un occulte chrétien, idem. Il s'explique en poursuivant que tous les rites peuvent être communiqués aux fidèles. On peut même commenter ces rites, mais jamais les pouvoirs permettant de les mettre en action ne leur sont transmis. Ils sont réservés à ceux qui les ont reçus, les pontifes et les prêtres. Il n'y a rien d'étonnant. Un voyageur n'a jamais remplacé le chauffeur ni son apprenti comme il veut. Un profane en médecine n'a pas non plus le droit d'opérer comme le chirurgien, idem. Lorsque dans sa lettre à Janvier, saint Augustin disait « J'aime mieux voir le peuple chrétien lire l'avenir dans les évangiles que de le voir consulter les démons.
Les oracles divins ne concernent que l'autre vie, et il ne convient pas de les appliquer au néant de la présente et aux affaires de ce siècle. Il entend bien par là qu'il y a des chrétiens de nom et non des chrétiens pratiquants. Comme on le voit, le phénomène de la sorcellerie ne date pas d'aujourd'hui et il concerne aussi bien l'Afrique que l'Occident. Parlant de l'Afrique particulièrement, il n'y a pas, et il ne saurait y avoir une seule ethnie qui ne soit concernée si ce n'est de mauvaise foi. Aujourd'hui, il est fréquemment question de maisons hantées, de phénomènes télépathiques, d'apparitions, de matérialisation d'esprits, de fantômes, d'envoûtements. La science, la littérature, le théâtre et la presse s'en mêlent tour à tour et cela donne à cette question un caractère d'actualité constante. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'examiner le problème et de rechercher pourquoi la sorcellerie, si souvent enterrée, réapparaît sans cesse mais que certains semblent ignorer en s'accrochant à un certain modernisme mal saisi. Au lieu d'être sceptiques, les hommes devraient par leurs études, leurs recherches et leurs expériences, chercher à reconnaître et affirmer la réalité de ces phénomènes. Léon Denis dans Esprit et médium fait une étude pratique du spiritualisme expérimental et de la médiumnité. Il écrit « Jamais peut-être dans l'histoire rien de semblable ne s'est produit. Jamais on n'avait vu un ensemble de faits considérés d'abord comme impossibles, dont l'idée ne soulevait en général que l'antipathie, la méfiance, le dédain, faits qui étaient en but à l'hostilité de plusieurs institutions séculaires, finirent par s'imposer à l'attention même à la conviction d'hommes instruits, compétents, autorisés par leurs fonctions et leur caractère et affirmer la réalité de ce phénomène. Denis 1983. Si donc le phénomène de sorcellerie est d'une telle envergure, pourquoi ne pas y croire? L'auteur de Esprit et médium illustre l'existence de ce phénomène par les exemples suivants. L'illustre savant anglais W. Crookes, connu dans le monde entier par sa découverte de la matière radiante, disait parlant de ces manifestations « Je ne dis pas que cela est possible, je dis cela est ». Boutroux, le philosophe bien connu, en de brillantes conférences dissertait naguère sur les esprits, sur les communications médianimiques, et assurait que la porte subliminale est l'ouverture par où le divin peut entrer dans l'âme humaine. Parfois, dit-il, les révélations spirites sont si étranges qu'il semble bien que le sujet soit en communication avec des êtres autres que ceux qui lui sont normalement accessibles. Denis 1983. Alors, faut-il croire à la sorcellerie? Nous répondrons par l'affirmative. En regardant la vie quotidienne de notre population cible et surtout en lisant « Le monde de l'étrange, de l'insolite et du mystère » 6, dans l'encyclopédie INEXPLIQUE, notamment la partie intitulée « Sorcellerie », on ne peut douter de l'existence de ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que le mauvais sort est universellement redouté, les terribles effets qu'il est censé déchaîner, accidents, maladies voire mystérieux trépas 7, ne sont-ils que de pures coïncidences? Agit-il effectivement? Certaines forces maléfiques peuvent-elles être manipulées par des magiciens noirs, qui en possèdent le dangereux secret? En effet, l'ouvrage titré Sorcellerie de l'encyclopédie INEXPLIQUE montre qu'en termes de sorcellerie pratique, un sort est une invocation mauvaise prononcée contre quelqu'un ou quelque chose. Il dépend du pouvoir de projection du sorcier, du magicien ou du chaman. Bref, toute personne en connaissant la formule. Certes, si la logique rationaliste occidentale a du mal à admettre qu'une telle opération puisse être efficace, il faut reconnaître les faits et voir de redoutables manières. Il est vrai que celui qui se trouve dans la logique cartésienne, occidentale, puisse avoir du mal à saisir le phénomène de mauvais sort jeté par le sorcier. Mais de même que le primitif est victime du mauvais sort lancé par le sorcier, de même l'occidental finit par succomber à certaines maladies, malgré la technologie moderne médicale, pour la simple raison qu'on l'a persuadé qu'elles sont incurables. L'exemple du cancer ou du VIH-Sida en est une preuve. Certes, on peut être sceptique et malgré tout, ne pas échapper aux maléfices. D'ailleurs, certains individus doués de pouvoirs magiques sont capables de jeter non seulement un sort, mais de s'en défendre. Ce qui prouve que l'on peut combattre le mauvais sort et la malédiction, aussi réels soient-ils. Toute manipulation maléfique des forces magiques a sa parade, et elle est parfois plus simple qu'on ne l'imagine. On a beau refuser d'y croire, de terribles malédictions frappent avec une fatalité confondante.
Il n'est donc pas question de revenir aux vieilles superstitions ou aux cruelles recettes de l'exorcisme. Mais il faut se persuader que l'invisible et l'irrationnel nous touchent de près, et qu'il n'en faut pas négliger ni les aspects positifs ni les maléfices éventuels de la sorcellerie. Dans un des chapitres intitulés « Sorcellerie à la cour du roi », l'encyclopédie INEXPLIQUE raconte dans le monde du mystère, partie réservée au thème sorcellerie. Nulle période, sinon la nôtre, n'est peut-être aussi paradoxale que le siècle des Lumières dans l'histoire de Paris. À vrai dire, surtout dans les hautes sphères de la société, on s'accommode fort bien de ce qui nous paraîtrait aujourd'hui contradictoire. On ne croit plus autant en Dieu. On préfère donc le diable, plus libéral et plus excitant. Jusqu'à ce qu'il aille un peu trop loin et que son intrusion dans le siècle tourne au scandale ou à l'horreur. Dès 1706, Philippe d'Orléans, le futur régent du royaume, descend aux carrières de Val-Gérard, Vaugirard. Le Paris de l'époque était déjà un haut lieu de l'étrange et de la magie noire. 8. Toujours dans cette affaire de sorcellerie à la cour du roi, Saint-Simon écrit à propos du neveu de Louis XIV ce qui suit. Sa curiosité jointe à une fausse idée de la fermeté et du courage, l'avait occupé à chercher à voir le diable et à le faire parler. 9. Une preuve de plus, qui nous pousse à croire très fort et ce jusqu'à la fin, aux techniques de la sorcellerie. On voit bien que le phénomène de la sorcellerie est récurrent dans un très grand nombre de sociétés surtout africaines traditionnelles, même dans celles contemporaines où la sorcellerie est une croyance marginalisée par la pensée scientifique. L'univers de la sorcellerie est toujours l'objet de croyances structurées dans une société donnée, où généralement les sorciers sont supposés former une association invisible qui double celle du monde quotidien, fonctionnant en opposition aux principes, aux normes admises. Ces normes sont le plus souvent celles des activités nocturnes. La sorcellerie est pour cela une théorie, un ensemble de croyances ayant pour fonction d'expliquer le malheur, la maladie, le bonheur, la mort par une cause exogène. La sorcellerie, un phénomène universel. La problématique de la sorcellerie est si pertinente qu'elle n'a pas manqué de résister aussi bien à l'épreuve de l'éloignement dans l'espace qu'à celui du temps. L'anthropologue qui a sans doute le plus marqué l'étude de la sorcellerie est Evans Pritchard. Dans son ouvrage classique consacré à la sorcellerie, aux oracles et à la magie chez les Azandés, il a établi une distinction importante qui n'a pas véritablement d'équivalent en français. Il est important de souligner que ce type de croyance est loin de se limiter à l'Afrique noire. C'est ce que souligne Aforge dans son ouvrage Prestige, Influence and Sorcery. A New Guinea Example. Il y souligne qu'il existe des systèmes représentationnels et pratiques similaires en Nouvelle-Guinée. Mais, c'est sans doute l'étude que Clyde Kluckhen a consacrée à la sorcellerie chez les Navajos, qui apporte le plus d'éléments en faveur d'une répartition quasi universelle des idées propres à la sorcellerie. D'une part, il a mis en évidence l'existence de toute une série de techniques et de pratiques surnaturelles qui, selon les Navajos, permettent aux sorciers d'arriver à leurs fins maléfiques. D'autre part, il a relevé que sorciers et sorcières participent à des banquets nocturnes qui, par bien des aspects, ressemblent aux sabbats qui ont si longtemps peuplé l'imaginaire européen. La croyance dans l'existence de telles sociétés de sorciers a également été régulièrement relevée en Afrique. Les réunions nocturnes se caractérisent par une forme d'inversion des normes éthiques. L'activité sexuelle y est exacerbée, généralement sous la forme d'inceste, la nudité et de règles, et de nombreux tabous sont impunément violés, meurtres d'enfants, cannibalisme, etc. Ce bref survol tente à confirmer la présence, au sein de cultures très éloignées les unes des autres, d'un ensemble de croyances qui attribuent la responsabilité de malheurs inexpliqués aux intentions malfaisantes d'individus munis de pouvoirs surnaturels. Afin de déterminer l'universalité de telles représentations, il convient dès lors de se demander si ces conceptions sont compatibles avec celles qui ont existé en Europe. À première vue, une différence importante distingue les formes que la sorcellerie a prises en Occident. Cependant, l'auteur de La sorcellerie au village, 15e-18e siècle, Hermus Chambled pense par exemple que l'émergence du personnage de la sorcière est à inscrire dans un contexte social mouvementé où une redistribution du pouvoir s'est opérée à l'échelle locale. Pour lui, les nouveaux notables dont la richesse introduisait un déséquilibre dans la communauté
se seraient emparés d'une arme idéologique afin de montrer leur puissance à une communauté potentiellement envieuse. R. Muchambled in F. Clément 2003/6. Néanmoins, selon Ginsburg, la réinscription de ces attributions diaboliques dans un contexte répressif et l'usage stratégique ou intéressé de cette démonologie ne doivent pas masquer l'existence d'un fond de croyance beaucoup plus ancien qui était très largement partagé en Europe et même sur le continent eurasiatique. De même, l'enquête ethnographique de Jeanne Favret-Saada menée dans le bocage normand de la fin du XXe siècle a d'ailleurs montré à quel point la croyance dans la sorcellerie, bien que déniée, est encore puissamment ancrée dans les esprits. La culture occidentale, par-delà les caractéristiques spécifiques de son histoire, témoigne ainsi de l'universalité de ce phénomène étrange. Si le caractère quasiment universel de bon nombre de croyances propres à la sorcellerie a souvent été reconnu, ceux qui ont tenté de rendre compte de ces homologies sont peu nombreux. En fait, les tentatives les plus sérieuses ont été entreprises par des historiens qui ont proposé une solution génétique, en vue de rendre compte de la similarité de ces croyances. Dans son ouvrage The Myth of Satan and His Human Servant, Witchcraft Confession and Accusation, 1970, Kohn a émis l'idée selon laquelle la chasse aux sorcières puiserait son efficacité diabolique dans un rituel immémorial. Cette thèse avait déjà plus ou moins été émise par Michelet, qui, dans son ouvrage La sorcière, 1966, pensait que la sorcellerie au Moyen Âge renvoyait en fait à un culte de la fertilité très populaire avant que le christianisme ne s'impose en Europe. Une hypothèse similaire a été défendue également par Margaret Murray, qui, inspirée par les travaux de Fraser, pensait que les sabbats n'étaient rien d'autre qu'un culte de la fertilité qu'elle nomma la religion de Diane. Mais plus récemment, c'est Carlo Ginzburg qui a le mieux défendu ce type d'argument dans son livre Le sabbat des sorcières, 1992. Très schématiquement, la démarche de cet auteur a consisté à suivre à la trace, grâce aux documents répartis dans toute l'Europe, les descriptions qui recouvraient partiellement les témoignages recueillis lors des procès de sorcellerie qui eurent lieu dans le Frioul entre le XVIe et le XVIIe siècle. Selon lui, les aveux des suspects laissent affleurer une couche profonde de mythes paysans sur lequel se serait surimposé le thème de complot. Ces recoupements érudits lui permettent finalement de remonter jusqu'à ce qu'il pense être une unité mythologique souterraine eurasiatique. Il affirme: les cultes qui caractérisent cette mythologie primitive renverraient à une origine chamanique où auraient été évoqués pour la première fois les thèmes de vol des âmes vers le monde des morts, juchés sur des animaux ou d'autres véhicules magiques. Ginsburg in F. Clément 2003/9. L'enquête de Ginsburg, si elle est osée d'un point de vue historiographique, ne manque pas d'intérêt. Son utilité est toutefois restreinte, dans le contexte naturaliste de notre questionnement. Tout d'abord, elle porte moins sur la sorcellerie en tant qu'interprétation du malheur injustifié que sur certaines caractéristiques propres au sabbat des sorcières. De plus, bien que l'ère sur laquelle porte l'enquête est impressionnante, elle ne permet pas d'expliquer les similarités qui caractérisent les différentes instantiations du phénomène de la sorcellerie à travers le monde. On pourrait, comme Clément, dans son ouvrage Primitive Concept of Disease 1932, que le cœur de ces croyances ferait en fait partie d'une culture paléolithique généralisée qui, au dernier ressort, constituerait la base ultime de toutes les cultures, Clément 1932. Mais une telle hypothèse est difficile à vérifier, et elle n'explique en rien la persistance des croyances en la sorcellerie. En Afrique et plus particulièrement au Togo, la problématique de sorcellerie a fait l'objet des études dont celle de Claude Riviere, 1981, consacrée au EWE accent aigu du Togo dans son ouvrage intitulé « Anthropologie religieuse des EWE accent aigu du Togo ». Selon ce dernier, les EWE accent aigu du Sud-Togo croient qu'entre Dieu le suprême et les forces maléfiques de la sorcellerie, se trouvent de nombreuses puissances intermédiaires dont les vaudous et les ancêtres. Les premières analyses de CRIVIERE se sont accentuées sur les croyances et pratiques traditionnelles. En effet, il a montré que bien que les EWE accent aigu implorent Ma ou Dieu suprême, ils vénèrent aussi les fétiches vaudous ou étrons et les revenants, esprits des ancêtres. Tout un rituel accompagne ces pratiques et croyances au nombre duquel les prières, les offrandes et sacrifices, les libations funéraires. De même,
Il a mis en exergue dans le 10e chapitre de cet ouvrage la persistance de l'action sorcière chez les EWE accent aigu. Au premier abord, il a donné une explication fondamentaliste qui stipule que la sorcellerie conforte le moral et contribue au maintien de l'ordre par l'élimination au sein de la société de tout perturbateur notoire accusé. Gelakpo 2006/21. Sociologiquement, l'auteur pense que la sorcellerie permet de sécuriser la société. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.